Bonjour. Dans cette partie du cours qui reste de la géodynamique externe, on va essayer de parler ensemble des environnements et processus sédimentaires. Comme donc vous l'avez pu remarquer selon le titre, on va parler donc des environnements ou bien des endroits ou bien des milieux dans lesquels la sédimentation peut avoir lieu. Ces environnements-là, ces milieux, ces endroits sont donc les différents endroits qu'on va trouver à la surface de notre planète Terre. Ces endroits, bien évidemment, ils peuvent varier du milieu marin et du milieu continental. Dans le milieu continental, on peut trouver bien évidemment différents endroits, comme la zone désertique, comme le Sahara, comme la zone fluviatile, comme les milieux glaciaires, et ainsi de suite. Et tous ces milieux-là, on va essayer de les voir au fur et à mesure de l'avancée. Je commence par le milieu marin, et pour identifier tout d'abord le milieu marin, on doit donc parler au préalable des courants ou bien des mouvements qui vont assurer plus tard la sédimentation. Donc, je commence par les courants marins. Les courants marins sont divisés en deux types selon le mouvement. Donc, on peut distinguer les mouvements périodiques et les mouvements non périodiques. Les mouvements périodiques sont les mouvements qui se présentent et qui se répètent plusieurs fois, voire plusieurs fois dans le jour, plusieurs fois dans une heure, c'est-à-dire ce sont des courants, des mouvements qui sont récurrents, très récurrents, qui se répètent plusieurs fois. Parmi ces courants périodiques, on a ce qu'on appelle les houles, on a un autre phénomène qu'on appelle les vagues, il y a un autre phénomène qu'on appelle les marées. Par contre, les mouvements non périodiques sont les mouvements qui sont très longs dans le temps, qui se passent, donc pour qu'ils puissent avoir lieu, ça demande un intervalle de temps très court. Et c'est ce qu'on appelle les courants. On commence tout d'abord par définir la houle et la vague, qui sont bien évidemment dans la catégorie des mouvements périodiques. Donc on peut dire que le vent qui souffle au-dessus des océans, ce vent-là, il crée une force qui est à l'origine des mouvements oscillatoires ou bien ondulatoires, c'est-à-dire les vibrations ou bien les changements de la surface de l'eau de mer. Ces vents-là, donc, ils se propagent, se forment d'ondes. On note très bien que les particules d'eau ne suivent pas les ondes. C'est-à-dire lorsqu'on a une onde, lorsqu'on a une force qui va déplacer la surface de l'eau dans une mer ou bien dans un océan, ce n'est pas la particule d'eau qui se déplace, mais c'est seulement l'onde. C'est-à-dire c'est la vibration, c'est l'oscillation, c'est l'ondulation qui se déplace. Donc on note bien que les particules d'eau ne suivent pas les ondes, mais que le mouvement se transmet de proche en proche. Les particules d'eau oscillent en fait selon des trajectoires elliptiques dans le sens ou bien dans la direction de la propagation ou bien la progression des ondes sur les crêtes et en sens inverse sur les creux. Donc c'est quoi les creux et c'est quoi une zone de creux? Il y en a une zone de creux et une zone de crête, et c'est juste la crête qui va se déplacer en creux et le creux qui va se déplacer en crête en fonction de l'avancement du mouvement. Par contre, lorsqu'on a une vague, cette crête-là, elle va devenir longue ici, ou bien la force ici, la force de l'onde sera plus grande qu'ici, que dans le creux, et donc la crête va créer un cours d'eau qui va aller se jeter plus tard, se jeter vers l'avant, et va créer ce qu'on appelle la houle. Donc c'est juste un mouvement ondulatoire qui est équilibré donc entre la partie haute qu'on appelait tout à l'heure la crête et la partie basse ou bien inférieure qu'on a appelée le creux. Donc il s'agit d'une vague, mais une vague qui ne déferle pas, c'est-à-dire une vague qui ne se jette pas en avant. Déferler, c'est-à-dire la partie de la crête, la partie haute
va l'emporter, va devenir plus importante par rapport à la partie basse, et donc l'onde va se rejeter en avant et va créer ce qu'on appelle. Donc le schéma ici là, explique ce que je viens de dire. Ici on a donc ici donc à ce niveau-là on a ce qu'on a dit, on a le niveau de la mer ou bien le niveau de l'océan. Mais ici, on a un précurseur, on a une force qui va se créer et va générer un vent. Et ce vent-là, lorsqu'il touche la surface de la mer, il va créer une ondulation de cette surface de la mer. Et ces ondulations-là, c'est ce qu'on appelle une houle. Dans le schéma de milieu, lorsqu'on regarde de la partie gauche, là où il y a génération des vagues par le vent, donc on a ici une vague déferlante, c'est-à-dire déferlante parce que ici on a la partie crête qui est dominante par rapport à la partie creux, donc on voit que la partie haute de la houle va se jeter en avant et va créer donc ce qu'on appelle une vague déferlante. Donc dans la partie 2, lorsqu'on a propagation libre de la houle, on voit juste qu'on a une partie haute crête, pardon, et une partie basse creux qui se répète, et par la suite jusqu'à ce qu'on arrive carrément à la côte, et on va avoir donc la partie creux, la partie crête, la partie haute va devenir très importante par rapport à la partie basse, la partie creux, et donc on va avoir formation d'une vague qui va se rejeter sur la plage ou bien sûr le continent. Dans le schéma d'en bas, on voit juste une image des différents types de houles qu'on voit à la surface de la mer ou bien à la surface de l'océan. Et vous-même, vous pouvez créer donc chez vous une houle. Donc il suffit juste de prendre un récipient. Vous allez le remplir en eau. Vous allez jeter une pièce de monnaie ou bien une petite pierre et vous voyez qu'on a une vibration à la surface de l'eau de ce récipient, dans ce récipient. Et on remarque bien évidemment que ce n'est pas l'eau qui se déplace, mais c'est juste un mouvement qui se déplace et que ce mouvement-là est créé par l'objet, par la pièce ou bien par la petite pierre que vous avez jetée bien évidemment. Par contre, la vague. Donc la vague, c'est un mouvement ondulatoire à la surface de la mer. Donc cette partie, c'est la même que pour la houle. Sauf que ici, ce mouvement il est formé par un champ de vent local. Tout à l'heure, on a parlé pour la houle d'un champ de vent lointain, c'est-à-dire le précurseur ou bien le moteur qui a engendré le déplacement de la houle, c'est un précurseur, donc lointain. Ce n'est pas lié au lieu d'observation. Donc ici, la vague elle est liée à un champ de vent local par rapport à la zone d'observation. La différence de la vague par rapport à la houle, c'est que lorsque la vague arrive à la côte, elle déferle. Pourquoi elle déferle? Parce que la crête tend à avancer plus vite que le creux. C'est-à-dire que la force qu'on a au niveau de la crête, elle est devenue très importante par rapport au creux. Donc, la vague va se rejeter, ou bien plutôt va se jeter en avant et va atteindre donc la plage. Et ça, c'est le sentiment qu'on sent ou bien qu'on voit lorsqu'on est sur la côte dans une plage. Donc, vous voyez ici, on a une grande onde, mais d'après cette onde, je vois que la partie haute de l'onde, elle crée ce qu'on appelle une écume, ou bien une avancée vers l'avant. Cela veut dire qu'on est en situation de vague. Donc ça, c'est l'exemple d'une vague. On voit que cette vague-là, elle avance vers l'avant et donc crée ce qu'on appelle un mouvement de déferlement ou bien tout simplement une vague. Donc juste ici pour voir le type des types de vagues qu'on a, on n'a qu'à bien évidemment copier ce lien et bien évidemment le mettre sur une nouvelle page et vous pouvez voir à quoi ressemble bien évidemment une
Donc, par analogie aux vagues, on a un autre mouvement qu'on appelle le tsunami. Donc, c'est quoi le tsunami? Le tsunami, c'est une houle, c'est un mouvement donc au niveau de la mer. Mais la différence par rapport à la houle, si vous vous rappelez, on a dit que la houle il est créée bien évidemment par un mouvement lointain qui souffle à la surface de la mer. À la surface de la mer. Ici, le tsunami il est créé par un mouvement grandiose, très important, qui peut être soit un séisme sous-marin, soit une éruption volcanique sous-marine, ou bien un glissement de terrain. C'est-à-dire glissement de terrain lorsqu'on a une mer ou bien un océan qui est entouré de grandes montagnes. Lorsqu'on a un grand glissement de terrain de cette montagne sur cette mer ou bien sur cet océan-là, on va avoir un grand mouvement de masse d'eau de cet océan-là. Et ces masses d'eau-là vont aller se propager dans la mer. Et lorsqu'elles arrivent vers le continent, elles vont avancer sur plusieurs distances, sur une grande distance dans le continent. Il va créer bien évidemment des dégâts très importants. Donc, c'est ce qu'on appelle le tsunami. Donc, je répète, le tsunami, c'est une houle provoquée par un séisme souterrain ou bien une éruption volcanique sous-marine ou bien tout simplement un glissement de terrain. Donc, ces ondes-là, ou bien les ondes de tsunami, ce sont des ondes à ions qui ont une longueur qui dépasse la centaine de kilomètres. Et du coup, le tsunami peut se déplacer jusqu'à 700 km par heure loin des côtes. Donc vous voyez que ça peut avancer à une vitesse très grande. Et donc les gens qui sont bien évidemment à côté de ces régions-là, donc dans les îles par exemple, ou bien sur les côtes qui sont touchées par le tsunami, ils n'auront pas assez de chance pour s'échapper, pour trouver un refuge, tout simplement parce que vous voyez la vitesse peut atteindre les 700 km par heure. On connaît bien évidemment, donc c'est le tsunami dont on a parlé souvent dans les infos, c'est le tsunami de l'océan Indien qui est créé ou bien causé par le séisme de Sumatra, dans ce qu'on appelle la ville d'Aceh. Et ce séisme-là a fait bien évidemment un nombre très important de dégâts qui atteignent les 200 000 morts. Donc pour voir l'importance de ce phénomène-là, dangereux et dévastateur parce qu'il crée, il engendre, il fait plusieurs dégâts donc sur la vie humaine ou bien sur les infrastructures, les bâtiments, les hôtels, tout ce qu'il trouve, il est bien évidemment détruit totalement ou en partie par la force de ce tsunami. Donc pour pouvoir visualiser l'importance de ce tsunami, vous n'avez qu'à copier ce lien sur une nouvelle fenêtre et vous pouvez voir bien évidemment un certain nombre de tsunamis, que ce soit en Chine, au Japon ou bien en Indonésie. Un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle la marée. Donc jusqu'à présent, on a parlé de la houle, on a parlé de la vague, on a parlé de tsunami, et maintenant on va parler de la marée. Donc comme les autres mouvements qu'on a déjà vus, la marée c'est aussi une variation du niveau de la mer, mais ce type de mouvement-là, ou bien les marées, ça n'a rien à voir avec les séismes, ça n'a rien à voir avec le vent, c'est seulement, elles sont créées par un mouvement oscillatoire de très grande longueur d'onde et qui est engendré, ou bien, et qui est provoqué par l'attraction de la Lune et du Soleil. L'attraction solaire, elle est de 2,25 fois plus faible que celle de la Lune. Donc, l'attraction combinée ou bien conjointe de la Lune et du Soleil sur la surface de la planète Terre, donc sur la partie mer-océan, donc cette attraction-là va engendrer bien évidemment la création d'un mouvement au niveau de la mer qu'on appelle, donc sous l'influence des astres,
le Soleil et en particulier la Lune, les variations du niveau des masses d'eau engendrent les marées. Les variations du niveau de la mer, oscillations autour bien évidemment d'un niveau moyen de référence, vont se traduire, ces mouvements donc, ces variations du niveau de la mer vont se traduire soit par une mer pleine, ce qu'on appelle la marée haute, ou bien par des mers basses, ce qu'on appelle les marées. Donc au niveau d'une marée, on peut distinguer deux mouvements. Lorsqu'on a le niveau d'eau qui va augmenter vers la plage, c'est-à-dire de la mer vers la plage, l'eau va venir de la mer et va rentrer donc dans la côte, c'est ce qu'on appelle le flot. Par contre, lorsqu'on a l'eau va se retirer, c'est-à-dire on va voir un recul de la mer, on va appeler ça, ce mouvement-là, on va l'appeler le jusant. Donc, le flot est la période pendant laquelle la mer monte de la basse mer à la pleine mer avec des flux qui sont le courant de flot, ou bien avec le flux qu'on appelle le courant de flot. Par contre, le jusant, c'est la période pendant laquelle la mer va descendre de la pleine mer vers la basse mer avec le reflux. Donc on a ici le reflux qui est le courant de jusant. Pour une marée semi-diurne, c'est-à-dire semi-diurne, c'est juste la moitié de la journée. C'est-à-dire par exemple entre 6 heures du matin et midi, ou bien entre 6 heures du matin et 14 heures. Donc pour une marée semi-diurne, il y a deux pleines mers, deux pleines et deux pleines et de basse mer en un peu, bien évidemment, en un peu plus d'une journée. Donc 24 heures et 50 minutes. Pour les courants marins non périodiques, on peut dire que ces courants-là représentent des courants océaniques qui participent aux échanges de température entre l'équateur et les pôles, c'est-à-dire que ce soit entre l'équateur et le pôle nord, l'équateur et le pôle sud. Donc ce sont des courants ayant une grande ampleur qui se déplacent sur une grande distance. Donc ces courants-là, ce sont des courants, comme on vient de dire, qui ont été créés par ou bien ils participent aux échanges thermiques entre l'équateur et le pôle, tout simplement parce qu'au niveau de l'équateur, on a les eaux qui sont relativement chaudes. Pourquoi chaudes? Tout simplement parce que les rayons lumineux, avant d'atteindre la surface des sols au niveau de l'équateur, ils traversent une couche atmosphérique très faible. Donc, ces rayons solaires ne vont pas se perdre, ne vont pas se refroidir avant d'atteindre la surface du sol. Par contre, au niveau du pôle, les rayons solaires, avant d'atteindre le pôle, ils vont traverser une grande distance, une grande couche atmosphérique qui va donc les pousser à s'anéantir, à diminuer leur chaleur avant d'atteindre les pôles. Ce qui fait, au niveau du pôle, on a les eaux de l'océan sont relativement froides et au niveau de l'équateur, les eaux sont relativement chaudes. Et la loi de la nature tend toujours à l'équilibre, donc les eaux chaudes au niveau de l'équateur doivent se refroidir. Donc ils migrent vers le pôle et les eaux froides au niveau du pôle, ils migrent pour se réchauffer vers l'équateur. Et c'est ce qui est schématisé ici par ce schéma-là. La partie rouge représente les eaux chaudes, naturellement au niveau de basse latitude, c'est-à-dire au niveau de l'équateur. Et les eaux froides, ce sont les eaux normalement au niveau des pôles et qui se trouvent donc à des latitudes très élevées, proche de 90 degrés nord si on est dans l'hémisphère nord, ou bien 90 degrés sud si on est dans l'hémisphère sud. Et ici, donc, dans la partie entre le continent européen et africain et le continent américain, ces courants sont schématisés. Donc, on voit deux types de courants. Un courant qui est matérialisé par la couleur rouge, c'est le courant qui est chaud. Et un autre type de courant qui est matérialisé par une couleur bleue, c'est ce qu'on appelle le courant froid. Bah, au fait, c'est le même courant. Ben, juste l'appellation, bien la couleur qu'on va lui attribuer dépend bien évidemment de sa situation
géographique. Donc, je commence à partir de l'équateur, si vous voulez. Donc, on a dit que les eaux océaniques, lorsqu'elles arrivent au niveau de l'équateur, elles doivent donc voyager le long de la côte est des États-Unis et donc pour aller donc vers le nord pour se réchauffer. Une fois qu'elles deviennent chaudes, ces eaux-là vont, ces courants-là, une fois qu'ils deviennent chauds, ces courants vont donc se déplacer vers l'est, vers la partie ouest du continent européen, continent africain. Elles vont devenir donc froids et ils se déplacent jusqu'à arriver vers l'équateur pour se réchauffer. Et donc on va avoir cette circulation-là ou bien ce mouvement-là qu'on appelle un mouvement perpétuel, c'est-à-dire un mouvement qui se passe toujours, qui ne s'arrête jamais. Donc, la masse d'air chaud qui circule, qui est matérialisée ici par la couleur rouge et qui circule à l'est du continent américain, c'est ce qu'on appelle le Gulf Stream. Donc, dans l'hémisphère nord, on l'appelle Gulf Stream, mais lorsqu'on est dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire un courant chaud qui se déplace de l'équateur vers l'Antarctique, c'est-à-dire vers le pôle sud, c'est ce qu'on appelle le courant de Brésil. Donc, dans l'hémisphère nord, on a le Gulf Stream, et dans l'hémisphère sud, on a ce qu'on appelle le courant de Brésil. Et ils sont tous les deux des courants qui proviennent ce sont des courants océaniques qui proviennent de l'équateur et qui remontent soit vers le pôle nord, vers l'Arctique, lorsqu'il s'agit du Gulf Stream, ou bien ils se déplacent vers l'Antarctique ou bien le pôle sud. C'est ce qu'on appelle le courant de Brésil. Donc ça, c'est pour les courants chauds. Pour les courants froids, ce sont les courants qui sont matérialisés sur la figure par des traits bleus. Et ces courants froids-là, bien évidemment, ils ont différentes appellations. Donc, lorsqu'on est par exemple dans la côte est du Canada, donc c'est ce qu'on appelle le courant de Labrador, ou bien si on est donc à l'ouest du continent africain et à l'ouest du Portugal, donc ça s'appelle les courants des îles Canaries. Par contre, lorsqu'on est dans l'hémisphère sud, sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, on appelle ça le courant de Humboldt. Donc, au niveau des courants océaniques, on peut distinguer les principaux courants suivants. S'il s'agit de courants chauds, on va parler du Gulf Stream dans l'hémisphère nord et du courant de Brésil dans l'hémisphère sud. Par contre, lorsqu'on est donc pour les courants froids, lorsqu'on est dans l'hémisphère nord, on va parler du courant de Labrador. C'est le courant que vous voyez donc à l'est du Canada, donc ce qu'on appelle le courant du Labrador. Et si on est à l'ouest de l'Afrique, du Portugal, on va parler du courant des Canaries, tout simplement parce qu'il traverse les îles Canaries qui se trouvent donc au large de la ville de Tafaya et de l'Aïr, au Maroc. Mais lorsqu'on est dans l'hémisphère sud, on va parler de ce qu'on appelle le Humboldt. C'est bon? Donc, pour ces courants océaniques, ces courants-là, ils sont engendrés bien évidemment par les courants, si vous voulez, ces courants, ou bien on peut dire que ce sont les vents dominants, ou bien les circulations atmosphériques globales qui engendrent une grande partie de ces courants océaniques. Donc le vent qui se déplace à la surface, donc il participe en grande partie à la création de ces mouvements ou bien ces courants océaniques. Je donne un exemple. Le Gulf Stream, par exemple, ce Gulf Stream, vous vous rappelez le Gulf Stream, c'est le courant chaud qui se déplace à l'est du continent américain. Donc le Gulf Stream, il dessine une large courbe de la Floride jusqu'à le pôle Nord, ou bien l'Arctique. Il suit le mouvement des vents qui contournent l'anticyclone des Açores. Donc il suit le mouvement des vents
qu'on a dit, il passe par, ou bien qui entoure le H, le grand H qu'on a vu dans la diapo précédente. Le Gulf Stream, il se déplace du sud vers le nord, de l'équateur vers l'Arctique, et la même chose, le mouvement d'eau, pardon, de vent chaud, elle se déplace de l'équateur vers la région polaire et on dit qu'il contourne l'anticyclone des Açores. Les Açores, c'est quoi les Açores? C'est juste un archipel, un ensemble d'îles qui se trouve à l'ouest de Portugal, au milieu de l'océan Atlantique. Les courants océaniques ont une influence énorme sur le climat des régions côtières qui les longent. Cela veut dire que lorsqu'on a un pays ou bien une région qui se trouve par exemple à côté de la mer, les courants océaniques qui se trouvent ou bien qui vont venir dans cette région-là, ils vont bien évidemment avoir un impact ou bien une influence directe sur le climat de ces régions-là. Et c'est ce qui explique le fait que Agadir, et surtout la ville d'Essaouira, c'est une ville bien évidemment qui est relativement fraîche et froide en été par rapport aux autres villes du Maroc. Tout simplement pourquoi? Parce que à ce niveau-là, au niveau de cette ville-là, dans le large de cette ville, on a donc les courants froids qui se déplacent bien évidemment du nord vers le sud et qui font partie de ce qu'on appelait les courants des Canaries. Et c'est ce qui explique le fait que cette ville-là, elle est froide, surtout en été, parce que on a l'influence du courant froid, des courants océaniques froids qui se déplacent du nord, c'est-à-dire de l'Arctique, du pôle nord vers la région. Donc sur cette figure-là, c'est pratiquement la même chose que la figure qu'on a mentionnée tout à l'heure, qui représente les circulations océaniques globales. Donc ici, on a les courants océaniques globaux, donc avec leur appellation, donc sur tout le globe. Donc nous, on a parlé dans ce qu'on vient de voir, c'est juste de l'Atlantique, mais bien évidemment, on a les mêmes tendances, que ce soit dans l'océan Pacifique ou bien dans l'océan Indien ou bien donc, dans différentes régions océaniques, on a pratiquement la même tendance. C'est-à-dire la même tendance, on a des courants qui se déplacent de l'équateur vers le pôle, qui sont matérialisés par une couleur rouge. Normalement, rouge, c'est chaud parce que ça provient de l'équateur. À l'opposé, on va avoir des courants qui se déplacent des pôles vers l'équateur, donc ils sont matérialisés par des flèches ou bien par des traits, si vous voulez, bleus, qui représentent bien évidemment qu'ils sont des courants qui sont froids. Remarque, donc jusqu'à présent, on a parlé des courants océaniques et qui dit courant océanique dit qu'on a des circulations qui sont horizontales, c'est-à-dire ce ne sont pas des circulations verticales, ce sont des circulations qui se déplacent des régions équatoriales vers les pôles ou bien des régions polaires vers l'équateur. Donc ce sont des mouvements horizontaux, des mouvements horizontaux. Par contre, à l'opposé des courants horizontaux, on va avoir des courants verticaux. Donc ces courants verticaux, ce sont des courants qui se déplacent soit de la partie basse ou bien de la partie profonde de l'océan vers la partie superficielle, vers la surface, c'est-à-dire du bas vers le haut. C'est ce qu'on appelle les courants upwellings, ou bien des courants qui se déplacent de la partie sommitale, c'est-à-dire de la surface de l'océan vers la profondeur, vers la zone la plus profonde, c'est ce qu'on appelle downswelling. Donc up, c'est du bas vers le haut, et down, c'est du haut vers le bas. Donc dans les courants océaniques là, on va trouver un autre type une autre cause qui peut provoquer bien évidemment la création d'un courant, parce qu'on a dit tout à l'heure que la plupart des courants océaniques, ou bien une grande partie, ou bien la majeure partie du courant océanique, sont engendrés bien évidemment par les vents dominants. Ça n'empêche qu'au niveau de l'océan, on peut trouver aussi
d'autres courants, mais qui sont cette fois-ci, qui ne sont engendrés que par la circulation thermo-haline. Donc c'est quoi la circulation thermo-haline? Donc comme son nom l'indique, le mot thermo-halin, ou bien thermo-haline, il est composé de deux parties. Donc la partie thermo, c'est-à-dire il y a la température qui est en jeu, et la partie haline, donc il y a donc interférence ou bien existence de la partie salinité de l'eau. Donc les courants thermohalins ou bien la circulation thermohaline, c'est une circulation océanique à grande échelle et qui est engendrée par la différence de densité de l'eau de mer. Ces différences de densité elles proviennent de la variation de température et de la salinité des masses d'eau marine. D'où le terme thermo pour la température et le terme halin pour la salinité. Donc la circulation thermohaline, je répète, c'est une circulation qui est créée par la différence de densité qui provient ou bien qui est engendrée ou bien qui est générée par la variation de la température et de la salinité des masses d'eau. Cette circulation thermohaline, elle décrit les mouvements longs et profonds des eaux marines. Donc, il représente des courants ou bien des mouvements longs, très longs, c'est-à-dire qui ne se passent pas très vite, et profonds des eaux marines. Cette circulation, elle débute dans les régions polaires, lorsque l'eau de l'océan dans cette zone est présente donc une température très froide, et lorsque cette eau, bien évidemment, se transforme en glace. Une fois qu'on a la transformation en glace, à ce moment-là, on va avoir le début de la circulation thermohaline. Je vais expliquer dans la diapo suivante. Donc, tout d'abord, je répète, on a dit que la circulation thermohaline débute son voyage dans les régions polaires. Comment? Donc, on est dans les régions polaires. Les régions polaires, les eaux vont devenir très froides. Lorsque la température va chuter, va descendre encore, cette eau sera transformée en glace. C'est bon. Une fois que l'eau va se consolider, va se solidifier, l'eau de mer va devenir solide. Lorsqu'il devient solide à des températures très faibles, notamment dans les régions polaires, on va parler donc d'une transformation de l'eau en glace. Donc, lorsqu'on a transformation de l'eau en glace, la partie de l'eau océanique ou bien l'eau de mer qui va se transformer en glace, c'est juste la partie eau, la partie H2O. Mais lorsqu'on est dans la mer, on n'a pas seulement l'eau, on a l'eau et on a le sel. Donc, lorsqu'on a l'eau va devenir solide, cette eau-là, elle va libérer la quantité de sel qu'elle contient. Parce que je répète, la glace, c'est juste de l'eau qui n'est pas très salée. C'est juste l'eau, je ne sais pas si je peux le dire, des eaux pures, c'est H2O qui va devenir solide. Mais l'eau de mer, elle ne contient pas seulement la glace, elle ne contient pas seulement l'eau, elle contient l'eau, bien évidemment, et elle contient le sel. Donc, lorsque l'eau de mer va se transformer en glace, elle va donc libérer sa teneur en sel. Et cette teneur en sel, elle va où? Donc, il va aller dans l'eau marine qui se trouve à côté. Marine va prendre plus de sel, elle va donc devenir très salée. Et lorsque l'eau de mer devient très salée, donc elle ne peut plus accueillir le sel expulsé par la glace de la mer. Donc, l'eau est devenue plus salée, elle va devenir très dense, donc elle va plonger en profondeur. Lorsqu'elle plonge,
qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser sa place à l'eau moins salée qui va prendre sa place. Et cette eau moins salée qui va prendre sa place, il va venir donc dans les régions très froides. Cette eau, elle aussi, va se transformer en glace. Et lorsqu'il se transforme en glace, il va libérer le sel. Le sel va aller dans l'eau qui va entourer la glace. Cette eau qui entoure la glace va devenir très salée et va devenir donc très dense et va descendre en profondeur. Lorsqu'il descend en profondeur, on a encore l'eau de mer qui va venir à sa place et ainsi de suite. On a donc ce phénomène-là perpétuel qui est créé donc par la transformation en glace ou bien globalement par la différence de température et de salinité. C'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Donc sur cette diapo-là, vous voyez qu'on a juste, on est dans la région polaire, une région très froide. Donc on voit que l'eau de la mer a donné naissance à ce bloc de glace. Et ce bloc de glace, donc a priori, ne contient pas assez de sel parce que le sel qui était dans l'eau avant qu'il soit transformé en glace a été libéré donc dans la mer qui va entourer la glace ou bien ce qu'on appelle la mer environnante. Donc cette mer-là, l'eau qui va aller dans la mer environnante, c'est-à-dire dans les eaux qui entourent la glace, elle va devenir très salée, ça va descendre en profondeur et ainsi. Donc, on a dit que l'eau va devenir très dense et très salée. Donc, cette eau très salée va s'enfouir, donc va descendre en profondeur et l'eau de surface est attirée pour la remplacer. Par le même phénomène, cette eau de surface va devenir froide et salée et va donc finir par s'enfuir aussi. Ce processus génère ce qu'on appelle la circulation thermohaline ou bien les courants océaniques
Les courants océaniques profonds vont continuer leur voyage vers l'est. Et au cours de ce voyage-là, on va voir que les eaux, bien évidemment, ou bien ce qu'on appelle le convoyeur, va tourner vers le nord et va donc se bifurquer ou bien se diviser en deux parties, ou bien deux sections. La première partie va se diriger vers l'océan Indien. Donc l'océan Indien, c'est ce qu'on voit entre l'est de l'Afrique et l'Australie. Et une autre section va se diriger plus loin vers l'océan Pacifique. Une fois qu'il arrive à l'océan Pacifique ou bien à l'océan Indien, ces eaux donc vont se réchauffer. Et une fois qu'ils se réchauffent, bien évidemment, pourquoi ils se réchauffent? Parce qu'ils vont traverser la ligne de l'équateur, donc ils vont se réchauffer. Par la suite, ils vont reprendre leur déplacement vers le point de départ, c'est-à-dire vers le pôle sud ou bien vers l'Antarctique. On voit ici que les eaux, donc, comme je viens de dire, qui étaient réchauffées au niveau de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, ils vont donc se réchauffer parce que, comme j'ai dit, ils vont se réchauffer parce qu'ils sont, ou bien ils passent dans les régions équatoriales. Puisqu'ils vont se réchauffer, ils vont donc devenir moins denses et par la suite, ils vont reprendre leur déplacement vers le pôle sud et au niveau du pôle sud, bien évidemment, ils vont reprendre leur déplacement soit au niveau du pôle nord en passant, bien en traversant une autre fois donc dans un chemin de retour en traversant l'océan Atlantique, ce qui est matérialisé par la courbe ou bien par le trait rouge, et ou bien une fraction va passer plus loin donc vers l'océan Pacifique, mais cette fois-ci donc côté gauche pour faire le tour autour du pôle sud. Donc sur ce, donc on va donc terminer cette partie du cours qui parle bien évidemment du milieu marin et on va enchaîner plus tard avec un autre cours bien évidemment sur un autre milieu ou bien sur un autre environnement sédimentaire.